Professeur Bruno Dubois, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous quittons la politique exceptionnellement pour parler de la maladie du siècle. Alzheimer, la vérité sur la maladie du siècle, c'est le titre de votre livre qui paraît là, hier, avant-hier, chez Grasset. Je rappelle à toutes celles et ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent que vous êtes professeur de neurologie, chef du service des maladies cognitives et comportementales à l'hôpital de la Salpêtrière, président de la Société française de neurologie. On va parler d'Alzheimer, essayer de comprendre ce qui se passe dans notre cerveau. 1,5 kg, notre cerveau. 80% d'eau. On va y revenir, Bruno Dubois. Mais je voudrais auparavant que nous parlions de ce qui se passe, de ce qui s'est passé dans une abbaye près de Poitiers. Voilà que 350 malades de Parkinson et d'Alzheimer ont reçu une molécule dont la qualité n'est pas connue. L'agence du médicament vient d'alerter la justice, de saisir la justice. Alors, dans cette abbaye, ces patients passaient une prise de sang, subissaient une prise de sang, et puis on leur collait des patchs contenant 2 molécules appelées valentonine, proches de la mélatonine. Alors, heureusement, les autorités de santé sont intervenues. C'est du charlatanisme ? Écoutez, j'en sais pas plus que vous. D'ailleurs, vous m'en apprenez des choses que je ne savais pas dans le détail. Mais on est effectivement, si tel est le cas, on est absolument abasourdi. Parce que je n'imaginais pas que ce genre de choses puisse se passer comme ça, en dehors de toutes les réglementations qui sont, je vous le rappelle, extrêmement efficaces et parfaitement contrôlées. Aujourd'hui, on ne peut pas faire un essai thérapeutique sans qu'il y ait des règlements, des procédures, et c'est remarquablement bien contrôlé dans et ces cliniques sauvages, apparemment, dans une structure baptisée, à la base, une structure baptisée Fonds Josepha, dont le vice-président est le professeur Henri Joyeux, qu'on connaît pour son opposition à la vaccination, au vaccin. Bon, vous n'avez pas envie d'en dire plus, je le sens, professeur Dubois. Mais alors justement, je vais vous poser une question complémentaire. Certains médecins-chercheurs, je vois ça, remettent en cause la réalité de la maladie d'Alzheimer. Oui, il y a eu effectivement des propos, toujours depuis quelques années, on remet en cause l'existence de cette maladie. Et alors, pour moi, c'est très important, et c'est l'intérêt de ce livre, c'est de rappeler ce qu'est cette maladie. Cette maladie existe, je dirais, je l'ai rencontrée, je la rencontre tous les jours, je la rencontre chez des patients de votre âge, parfois plus jeunes, parfois plus âgés, et nous avons, au cours de ces dernières années, je dirais, défini le cadre de la maladie. On sait exactement maintenant ce que c'est, on connaît les symptômes précis, on connaît les preuves biologiques de cette maladie, et on peut dire qu'une personne est dans le cadre ou en dehors du cadre. Donc c'est quand même très important, parce qu'on a fait rentrer au cours de ces dernières années la maladie dans le grand livre de la médecine. Cette maladie maintenant est reconnaissable et reconnue. C'est une maladie du cerveau. C'est une maladie du cerveau. Tout simplement. Tout simplement. Le cerveau, je le disais, 1,5 kg. Oui, c'est ça. 80% d'eau et des milliards de neurones enchevêtrés. 100 milliards, dit-on. Enfin, on ne sait même pas. On ne sait même pas. Ben non, on les a pas comptés. Oui, bien sûr. C'est un mystère remarquable. Si vous voulez, j'imagine le cerveau comme des voies de connexion qui relient des points différents à un autre et qui transportent des informations. Et ce qui est merveilleux, si vous voulez, c'est que dans ce réseau d'une complexité infinie se dégage la cohérence qui fait que... Émerge une cohérence. Voilà, émerge une cohérence qui fait que nous parlons, nous savons ce que nous faisons, nous avons une sorte d'emprise sur le monde qui est possible grâce à ce traitement complexe. Alors pourquoi l'appelez-vous la maladie du siècle, Alzheimer, une maladie qui va faire parler d'elle de plus en plus dans les années qui viennent. Mais oui, c'est ce que j'explique dans le livre. C'est qu'aujourd'hui, 35 millions de patients touchés dans le monde, c'est une estimation. Compte tenu du fait que cette maladie est directement liée à l'âge, et compte tenu du fait que la population générale vieillit de plus en plus, mais au niveau mondial, et c'est tant mieux, et c'est une très bonne chose, eh bien, petit à petit, l'ensemble de la population mondiale arrive à l'âge où cette maladie devient fréquente. Aujourd'hui, 35 millions, en 2050, c'est demain 2050, 150 millions. 150 millions en 2050. Absolument. En France, 800 000 patients. Aujourd'hui en France, 140 000 nouveaux cas. Vous dites dans les 10-15 ans, ça va doubler. C'est ce qu'on dit.
Oui, tout à fait. Oui, donc. Mais oui, uniquement dû au fait que la population vieillit. Oui, c'est le prix à payer, prix à payer de l'excellence de la médecine. Oui. La médecine fait très bien son travail. Les gens maintenant ne meurent plus ou moins de ces problèmes de santé que nous connaissions avant. Et maintenant, on arrive tout doucement, vous et moi, vers l'âge où la maladie devient naturellement fréquente. Oui, et maladie terrible, parce que cette maladie nous vole nos souvenirs et nous vole notre identité. Et peut-être aussi notre capacité à programmer notre futur. Et notre capacité à programmer notre futur. Alors, est-ce qu'on la connaît bien? Le grand public ne la connaît pas bien. D'abord, ça fait peur. Alzheimer, c'est vraiment, ça fait peur. On est bien d'accord, mais le grand public ne la connaît pas. Mais est-ce que vous, chercheurs, médecins, vous la connaissez bien? Alors, on la connaît de mieux en mieux. On connaît les lésions. On sait qu'il y a dans cette maladie une mort et une atrophie progressive des neurones. Il y a moins de neurones dans le cerveau, dans certaines régions spécifiques du cerveau, qui d'ailleurs expliquent les symptômes. Il y a une relation entre le siège des lésions, le siège de l'atrophie et les symptômes observés. Mais vous avez raison, le public ne la connaît pas bien, et c'est l'intérêt de ce livre, c'est qu'on explique parfaitement bien les symptômes. Et il y a, je trouve, une confusion qu'il faut mettre à plat entre la plainte de mémoire que vous avez, que j'ai... La plainte de mémoire. La plainte, c'est-à-dire c'est-à-dire que nous nous plaignons de notre mémoire. De temps en temps, on ne se rappelle pas l'emplacement de ses lunettes, de son journal, de ses clés. Même de sa voiture dans un parking. Exactement. Ça peut arriver. Absolument. Eh bien ça, c'est pas une maladie du cerveau. C'est simplement un trouble de l'attention. On ne fait pas attention aux choses banales. L'emplacement de mes lunettes, c'est banal. Donc ce n'est pas grave. Mais bien sûr, c'est pas grave. Et c'est tout l'enjeu. Quand vous parliez de cette inquiétude vient du fait que les gens mélangent un peu tout. Ils ont compris que la maladie d'Alzheimer était une maladie de la mémoire, et comme ils se plaignent de leur mémoire de façon régulière, ils se disent c'est peut-être l'Alzheimer qui commence. Mais non, c'est un trouble de l'attention. Ce sont des gens qui sont stressés, ce sont des gens qui sont anxieux, ce sont des gens qui sont surinformés et qui finalement ne peuvent pas tout garder en mémoire. Alors, je rappelle que le cerveau est programmé pour chercher et trouver la signification de ce qui est perçu. Hein? Exactement. C'est le travail du cerveau. Oui, j'ai bien lu votre livre. Et j'ajouterai, les souvenirs de nos actions passées et de leurs conséquences sont stockés dans notre cerveau. Sûr, parce que nous ne pouvons, si vous voulez, réaliser l'action à venir que si nous avons la trace des conséquences des actions passées. Et c'est donc le lobe frontal qui détermine. Exactement. Qui détermine nos actes et nos pensées. Exactement. Et on est obligé d'actualiser en permanence, si vous voulez, c'est l'expérience passée pour, à partir de là, produire un comportement qui sera le plus adapté possible. Parce que finalement, notre cerveau, c'est quoi? C'est une machine à nous adapter le mieux possible dans un monde extrêmement complexe. Vous savez, c'est très difficile aujourd'hui de vivre dans nos sociétés. Tout est codé. Il faut être extrêmement attentif à tout ce que nous produisons. Et donc, en permanence, il faut évaluer la qualité de notre production par rapport aux attentes de l'environnement. Et ça, c'est notre cerveau qui fait ça. Cerveau extrêmement développé chez l'homme. 30% du poids du cerveau chez l'homme, 10% chez le singe. Le lobe frontal. Absolument. Et ça explique. Et ça explique la différence. Exactement. On est dans une société très très exigeante. Il a fallu que notre cerveau et notre lobe frontal se développent pour pouvoir justement être parfaitement adaptés. Bon, alors à quoi est due la maladie d'Alzheimer ? Alors c'est la question, évidemment, à laquelle on aimerait avoir une réponse. Ce que l'on sait, si vous voulez, c'est qu'il y a au départ, comme je vous l'ai dit, une altération des neurones du cerveau. Alors à quoi est due cette altération ? Il est probable que c'est l'interaction de plusieurs facteurs et que chacun de ces facteurs... Alors regardons-les. Génétique ? Une partie génétique. Alors attention. La maladie d'Alzheimer n'est pas une maladie génétiquement déterminée. C'est pas une maladie qui est due à une mutation d'un gène. Exceptionnellement, mais n'en parlons pas. Mais il peut y avoir malgré tout des prédispositions génétiques des combinatoires de gènes qui favorisent une sensibilité à des agents environnementaux. Et c'est vers ça que l'on va, c'est-à-dire un mécanisme plurifactoriel complexe et qui va déterminer le démarrage de la maladie. Mais une fois que la maladie est démarrée, on connaît parfaitement bien, je dirais, les phénomènes qui vont entraîner la perte des neurones. Qu'est-ce qui déclenche la maladie ? Eh bien, je vous dis, c'est probablement une combinaison. Alors, l'âge, les facteurs qui ont été identifiés, c'est l'âge. Je ne sais pas, moi, les facteurs environnementaux, nutritionnels...
Alors, ça ne sort pas. C'est-à-dire quand on fait des études épidémiologiques, il n'y a pas une cause qui ressorte. Mais je peux vous dire que ce n'est pas parce que vous mangez telle ou telle chose que vous allez développer la maladie. Ce n'est pas non plus parce que vous êtes soumis à un environnement particulier que vous déclenchez la maladie. C'est beaucoup plus complexe que cela, car si tel était le cas, ça sortirait dans les études épidémiologiques. Ça ne touche pas seulement les personnes âgées. Hein. Ça ne touche pas que les personnes âgées. C'est une maladie qui apparaît... Sourde. C'est une maladie qui apparaît, qui met un temps fou à se déclencher vraiment. Vous avez bien suivi la chose. Effectivement, les symptômes apparaissent relativement tardivement par rapport au début des lésions. Les lésions peuvent apparaître, on pense, 15 à 20 ans avant le début des symptômes. Donc ça s'installe progressivement. Le cerveau est capable de compenser les effets des lésions, ce qui fait qu'on maintient une fonction, une sorte de découplage entre l'altération de la structure et le maintien de la fonction. Et puis, à un moment donné, les systèmes de compensation sont dépassés et on tombe dans la maladie. On tombe dans la maladie, généralement, après 65 ans, 70 ans. Mais on peut aussi développer la maladie à 50 ans, 55 ans. On a des patients en neurologie. Moi, je vois des patients jeunes. La moitié des patients qui viennent dans mon service la moitié des patients qui viennent dans mon service ont moins de 65 ans. La moitié? Oui. Ils n'ont pas tous la maladie. Est-ce que vous voyez les patients rajeunir? Est-ce que vous voyez c'est une question qui se pose. C'est-à-dire qu'on a l'impression... On ne peut pas imaginer à 20 ans ou 30 ans d'être touché par Alzheimer. Ça peut arriver, c'est arrivé. La plus jeune patiente suivie en France avait 28 ans, au début. Alors, c'est exceptionnel. Oui. Mais si vous voulez, on est frappé par le nombre de patients relativement jeunes qui ont cette maladie, puisqu'on considère qu'il y a à peu près 20 000 patients en France, c'est-à-dire 3 fois plus que des patients qui ont le sida. C'est pour vous dire l'importance de cette maladie. 20 000 patients en France qui ont moins de 60 ans. C'est un chiffre énorme. Oui, c'est absolument énorme. Vrai ou faux? Mots fléchés, mots croisés, sudoku, pareil que ça protège, c'est vrai ou pas? Non, alors une fois que la maladie est enclenchée, si vous voulez, il n'y a rien qui va malheureusement empêcher que ça soit grave. Oui. Mais peut-être qu'avant, il y a un certain nombre d'actions qui retardent. Cultiver notre cerveau, la gymnastique du cerveau. Exactement, et notamment les interactions sociales. Interactions sociales. Voir les gens, c'est très important parce que ça va probablement, si vous voulez, stimuler énormément tous les systèmes perceptifs. Et c'est vrai que le malade d'Alzheimer ne se rend compte de rien. Ils ont ce qu'on appelle, alors c'est un terme un peu savant, ils ont une anosognosie, c'est-à-dire qu'ils ont une méconnaissance, le plus souvent, pas toujours, mais ils ont une méconnaissance de leur propre état et de leurs difficultés. Cela dit, il y a des patients qui, malheureusement, sont parfaitement conscients et vont déclencher même des réactions dépressives, se rendant compte qu'ils n'ont plus, je dirais, l'emprise qu'ils avaient sur le monde. L'emprise et la maîtrise. Exactement. De leurs réactions. Exactement. Ils sont un peu perdus. Leur présence au monde est complexe. Ils savent pas très bien ce qu'ils font là, qui est cette personne. Et ça crée une sorte d'angoisse et qui peut déclencher des relations, des réactions. De la recherche. Dépressive. Où en est-on? La recherche. D'abord, est-ce que vous avez les moyens suffisants? Alors, je l'expose dans mon livre. Je pense que la recherche clinique n'a pas été soutenue comme elle devrait l'être. C'est-à-dire, je pense que la maladie d'Alzheimer est la première maladie pour laquelle la solution viendra dans l'étude des patients eux-mêmes. Il y a plusieurs façons de... C'est notre cerveau, le cerveau de l'homme, qui va résoudre et soigner peut-être un jour la maladie d'Alzheimer. Mais c'est bien sûr l'idée. Mais évidemment. Et si vous voulez, recherche, donc. Exactement. Si vous voulez, il y a plusieurs façons d'aborder les problèmes de la recherche d'une maladie. La première, c'est de faire des modèles animaux et d'étudier et de se dire finalement, je vais étudier la maladie d'Alzheimer sur le ver, sur un petit ver ou sur la drosophile ou sur la mouche. Moi, je dis que non, il faut étudier la maladie chez les malades. Mais pour étudier la maladie chez les malades, il faut avoir des moyens. Parce que à l'hôpital, vous n'avez que des soignants. Et d'un côté, et de l'autre côté, la recherche fondamentale, ce sont des chercheurs. Et entre les deux, vous avez ce que j'appelle la recherche clinique, c'est-à-dire cette recherche que l'on peut faire chez les patients, mais pour laquelle il faut des moyens spécifiques. Il faut des attachés de recherche clinique, il faut des bases de données, il faut suivre ces patients, faire des cohortes de patients qui vont nous informer sur la biologie de leur maladie. Et aujourd'hui, on est en train, simplement dans le sang, de repérer des anomalies biologiques qui sont le témoin des phénomènes qui se passent dans le cerveau des humains. Ça y est, on commence à repérer des anomalies biologiques. Exactement, dans le sang. Avec une prise de sang. Avec une prise de sang, absolument. Absolument, on travaille là-dessus. Vous travaillez là-dessus. Les traitements?
Alors beaucoup disent que ça ne se soigne pas, ça ne se traite pas. C'est vrai ou faux? Alors, il y a deux types de traitements. Il y a les traitements qui ont été développés au cours des années précédentes. Oui. Et vous connaissez l'histoire du déremboursement. Ils ont été déremboursés par le ministère de la Santé. C'est invraisemblable, ça, non? Ce sont des médicaments qui avaient une efficacité modérée. Le ministère de la Santé a considéré que ce n'était pas suffisant pour justifier un remboursement. Bon, n'en parlons pas, c'est fait. Nous avons fait une action de recours au Conseil d'État, on verra ce qui se passe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, vous avez des médicaments qui sont en développement. Et qui sont, mais cette fois-ci, qui sont des médicaments qui vont jouer sur les lésions de la maladie elle-même. Et de façon absolument étonnante, c'est que ces médicaments sont actifs sur les lésions. Ils bloquent les lésions de la maladie. Alors vous allez me dire, mais encore faut-il savoir qu'on est touché par la maladie. Est-ce que ces traitements, on les prend quand? Alors justement, alors ces médicaments ont été essayés chez des patients. Et malheureusement, alors qu'ils sont actifs sur les lésions, ils n'améliorent pas les symptômes. Alors vous allez me dire, ça sert à rien. Vous me proposez un médicament qui marche sur les lésions et finalement, ils n'améliorent pas les symptômes. Donc l'idée, cher monsieur, c'est de dire que peut-être que ces médicaments sont essayés chez des patients qui sont trop avancés dans leur maladie. Et que, puisqu'ils marchent sur les lésions, si on les essayait un peu plus tôt chez des patients tout débutants, peut-être même avant qu'ils aient les symptômes, puisque je vous rappelle que... Mais quels sont ces symptômes? Rappelez-nous. Ah ben c'est les troubles de mémoire, notamment, les troubles de l'orientation, etc. Mais allons plus loin. Si ces médicaments sont actifs sur les lésions, et comme on peut repérer les lésions avant les symptômes, peut-être que l'avenir sera ou serait vers le repérage de gens qui sont normaux, mais qui ont les lésions, et qui développeraient rapidement la maladie, car là, à ce moment-là, on pourrait empêcher sa survenue. Est-ce qu'un jour, l'homme vaincra la maladie d'Alzheimer? Professeur Dubois. Je pense que ça passera, comme je l'explique, ça passera comme j'explique dans le livre. Je pense que ça passera par par un repérage des gens qui sont à fort risque de développer la maladie et le blocage du processus en donnant ces médicaments qui sont actifs sur les lésions. Oui, et je rappelle que cette maladie d'Alzheimer, c'est de la neurologie, mais c'est aussi de la gériatrie, puisqu'on parle de l'âge. C'est aussi de la psychiatrie, c'est aussi de la médecine générale. Ça touche de nombreux domaines. Vous avez raison, médicaux. Et je ne voudrais pas, si vous voulez, donner trop l'impression que de limiter la problématique à la recherche thérapeutique. Il y a bien sûr toute cette prise en charge qui est remarquablement assurée aujourd'hui grâce à des efforts très importants qui ont été faits par les pouvoirs publics. Aujourd'hui, maintenant, les patients sont relativement bien pris en charge. Il y a toute une approche globale de leurs problèmes, à la fois psychologique, comme vous l'avez dit, familiale. Il y a maintenant des efforts importants qui ont été faits par la société pour permettre un meilleur accompagnement de ces patients. J'imagine la difficulté pour un médecin de conduire le diagnostic. Le diagnostic, professeur. Parce que d'abord, le diagnostic... établir le diagnostic et ensuite le conduire. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, on a maintenant les clés du diagnostic. Et nous pouvons aujourd'hui... Vous savez à peu près, une personne vient chez vous... Le cadre est défini, et on peut formellement dire ce patient a ou n'a pas la maladie. Et c'est d'ailleurs notre devoir éthique quand quelqu'un vient nous voir. Parce qu'on nous dit à quoi ça sert de faire le diagnostic, mais on n'a pas le choix quand quelqu'un vient nous voir et nous pose une question et nous dit voilà, je suis inquiet, il faut que l'on mette en route toutes les procédures qui sont à notre disposition pour répondre à la question qu'il pose. Et aujourd'hui, nous pouvons très facilement faire le diagnostic de façon formelle, si on veut, de façon formelle. Le problème qui va se poser après, c'est celui de la prise en charge de ces patients, parce qu'il y a une forte attente. Forte attente, et ils espèrent qu'on va pouvoir les guérir. Donc ce que l'on leur propose, nous, dans nos structures de recherche, c'est de participer à ces essais cliniques, à ces essais thérapeutiques, cette fois-ci bien contrôlés. Bien sûr, pour peut-être faire avancer la connaissance et leur permettre de bénéficier de ces médicaments qui sont actuellement en développement. Merci, professeur Bruno Dubois. C'est absolument passionnant. Je vous dis tout de suite, Alzheimer, la vérité sur la maladie du siècle, c'est aux éditions Grasset. Merci beaucoup. Merci à vous.